Bonjour et bienvenue à vous dans ce podcast. Je vais même pas nommer le titre du podcast parce qu'en fait il va être diffusé sur deux plateformes, sur la mienne et sur celle de Louisa, Loulou, Zazou, on t'appelle comme on veut. Exactement. Qui est là avec moi. Et le nom de ton podcast qui est Trust le process. Trust le process. Donc déjà, je voulais dire, je te l'ai déjà dit en off juste avant, mais c'est un énorme plaisir pour moi de faire ce podcast avec toi parce que on partage vraiment des sujets, des valeurs qui sont communes et on a vraiment ce besoin de partager des conseils, de partager des expériences de nos entourages, etc. pour vraiment créer une communauté soudée qui s'entraide. Et on a ça en commun et je trouvais ça vraiment chouette. Tu vois que les réseaux, de tout ce qu'on peut en dire, finalement, ça a vraiment aussi des points positifs pour ça, quoi. Je suis d'accord avec toi. Moi, si j'ai commencé à faire un podcast, c'est pour qu'on s'inspire les uns des autres, en fait. C'est de clair. Nos expériences, de nos Tellement à connaissances. apprendre. Il y a tellement à apprendre des autres. Les autres sont tellement fascinants et passionnants. Mais c'est sûr. Donc, j'ai hâte de te connaître à travers cet épisode. Et c'est parti. Alors du coup le titre de cet épisode, là on va parler amour, on va parler love et surtout dating parce qu'en fait le titre c'est comment trouver la bonne personne compatible pour soi. On parle de compatibilité et on parlera aussi au fil de cet épisode de l'inverse, c'est-à-dire comment sortir des fameux schémas répétitifs, malsains, voire toxiques, qui se répètent dans notre vie et on a l'impression en fait de se répéter cette fameuse phrase mais pourquoi je tombe toujours sur des gros nazes. Cette fameuse phrase. Pour la version genre censurée, c'est compliqué. Les mots peuvent des fois être un peu plus violents parce que des fois franchement on se prend des claques dans la gueule. Ouais, c'est un peu ça quoi. Et écoute, avant de commencer, on va peut-être se présenter l'une et l'autre, vu que comme ce podcast il sera sur ta chaîne et sur la mienne, comme ça tout le monde se connaît. Tu veux commencer? Et let's go. Alors ouais, comme t'as dit, moi c'est Louisa ou Loulou ou Zazou ou les trois en même temps. Enfin voilà. Et j'ai commencé mon podcast, tu vois, le process, il y a pas si longtemps que ça en fait. Je l'ai commencé cet été, alors que en réalité, ça faisait au moins 5 ou 6 ans que dans ma tête, j'avais qu'une envie, c'était de faire un métier ou en tout cas de faire un hobby dans lequel je pouvais partager des expériences, des connaissances, où je pouvais me connecter aux autres parce que c'est vraiment ce qui me donne le plus d'énergie dans la vie. Et au travers en fait de mes lectures et de mes passions pour plein de matières comme la philo, les neurosciences, la sociologie, le dev perso, tout ça, je me suis dit attends mais pourquoi ne pas genre prendre tout ça et en parler en fait, échanger avec les autres, confronter ça avec la réalité des êtres humains et de grandir mutuellement, tu vois, s'inspirer parce que tous les jours en fait je rencontre des gens et on se parle un peu et tout, et leur parcours, eux, ils pensent qu'il est absolument naze. Puis moi, je suis là, genre, waouh, mais attends, c'est incroyable ce que tu fais, tout, machin. Et donc mon goal, c'est, comme on fait là aujourd'hui ensemble, c'est de rencontrer des belles personnes comme toi, avec une belle énergie, et de s'inspirer, et de se rendre un peu meilleur, quoi. Ah, j'adore, merci. Et je prends le compliment dans ma poche, ça fait toujours plaisir. J'adore aussi, vraiment, j'adore ta vibe. Et je te renvoie le compliment, vraiment. On se sauce ici. Ouais, on fait ce qu'on veut. Il faut le dire quand on rencontre des gens avec des bonnes vibes, qui nous inspirent, qui nous donnent envie de sortir un peu de notre zone de confort, parler de choses sincèrement, tu vois, genre sans masque. Exactement. Sans les masques. Exactement, j'aime beaucoup ça chez toi. Donc, trop bien. Merci beaucoup. Et toi alors Margot? Écoute, qui je suis donc moi je suis Margot Nunez sur les réseaux, donc c'est Margot Nunez Love Coach. Donc je suis Love Coach effectivement, mais pas que, je suis aussi maître praticienne en programmation neurolinguistique, PNL. C'est un petit peu, tu sais, ce qu'on voit beaucoup en ce moment, ça fait partie de la grosse sphère du développement personnel et c'est très connu notamment avec Anthony Robbins et puis Joe Dispenza. Enfin,
Surtout Anthony Ah Robbins. oui, Joe Dispenza, mais oui, j'ai le cœur sur lui. Ah ouais, mais j'adore, C'est j'adore. un Alors docteur Joe en Dispenza, c'est neurosciences, encore il a plus pas. tourné neurosciences, mais il y a beaucoup de Voilà, c'est ça. PNL dans Dispenza aussi. Donc, en gros, voilà, c'est la grosse souche de dev perso. Et j'ai été formée moi en Australie, là où je vis, puisque je suis basée à Sydney. Et donc, qu'est-ce que c'est que la PNL et pourquoi j'ai choisi de mixer ma formation en PNL australienne et ma formation de Love Coach, parce que je trouve qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a une montée en puissance du développement personnel et je trouve ça formidable. Il y a tellement de plus en plus de gens qui cherchent à lire des livres, écouter des podcasts, apprendre sur eux, revenir un petit peu dans le passé, dans leur enfance et essayer de comprendre pourquoi ils ont des comportements automatiques aujourd'hui qui peut-être prendraient source de traumas ou de trucs qu'ils ont cru quand ils étaient petits vrais alors que non. Et tu vois, tout ce travail sur soi, en fait, devient de plus en plus à la mode. Et je trouve que, notamment lors d'une rupture ou lors d'un long célibat subi, donc moi, c'est vraiment mes deux chevaux de bataille, très bizarre, on ne dit jamais ça. M'en fous. Je le dis. Mais c'est passé crème, là. C'est pas si grave quand même, t'as vu? Et en gros, ouais, c'est aider des personnes qui souffrent dans ces situations-là à travers la PNL et un suivi plutôt thérapeutique en plus des conseils de Love Coach. Donc je fais, tu vois, de l'hypnose, du breathwork, on fait de l'ECT, enfin on fait aussi des exercices thérapeutiques en plus des conseils de Love Coach et voilà, c'est un peu ce que je fais moi ici en Australie et du coup à distance via Mais Skype. c'est incroyable et je suis tellement d'accord avec ça. Le multidisciplinarisme, je sais pas si c'est un mot, mais en tout Tout à cas, fait. je l'invente si c'est pas un mot. On Euh, adore. Il y a rarement une solution, je trouve, à un problème. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et Mm. alors, on va tout de suite peut-être recentrer sur notre... maintenant qu'on s'est présenté, super. On va peut-être rentrer dans le vif du sujet. Donc, on veut parler de comment affiner au mieux notre radar pour trouver une personne vraiment compatible pour nous et en fait casser cette fameuse boucle, ce fameux cercle vicieux des schémas répétitifs, malsains, toxiques, et comment savoir en fait ce qui est bon pour nous plutôt que ce qu'on croit vouloir. Tu vois, par exemple, schéma typique, non mais moi je suis hyper attirée par les bad boys, cheveux bruns ténébreux, regard sombre, un peu fuyant, on sait pas, il a dû être torturé quand il était plus petit, moi j'adore ça, blablabla, j'y vais, je roule, je fonce, je vole. Sauf que à chaque fois tu te prends des bâches, à chaque fois ce côté distant de l'autre, bah ça te fait souffrir au final, et pourtant c'est quelque chose de répétitif parce que t'as l'impression que c'est ton type. Tu vois ce Ouais, truc? bah, Et complètement. c'est tellement un schéma connu de beaucoup de personnes. Moi, je l'ai vécu aussi à titre personnel quand j'étais un peu plus jeune, il y a quelques années. Et je trouve qu'on peut déjà partir là-dessus et donner peut-être des exemples ou des anecdotes. Je sais que toi, tu as eu des retours de ta Ouais. communauté aussi. Ce truc de punaise, mais pourquoi je suis attirée par ce genre de personnes alors qu'au fond de moi, mais au fond, punaise, je le sais que c'est pas pour moi et que ça va Ouais. me faire du mal. Et tu vois, ce truc d'essayer de se battre un petit peu contre soi-même, qu'est-ce que t'en penses, toi? Eh ben, je suis d'accord parce que, en fait, on ne sait pas qu'on répète le même schéma jusqu'à temps qu'on soit à la fin du schéma et qu'on soit confronté à la réalité de la situation. Parce que à chaque fois, on part du principe que bah, cette fois-ci c'est différent. Alors que en réalité, when you look back, genre je sais pas, au bout de 3 dates, 4 dates, un mois, 2 mois, bref, peu importe la durée, tu dis ah ouais en fait non, c'est exactement la même chose qui m'est arrivé, je tombe toujours sur les mêmes connards. Et du coup ouais, j'ai eu un témoignage moi d'une de mes auditrices qui m'a dit, puis je la cite hein, parce que je trouvais ça vraiment intéressant de prendre ces mots. Euh, j'ai pu entendre un paquet de phrases type qui m'indiquaient que j'allais perdre mon temps, mon énergie et ma confiance. Et pourtant, j'y suis allée. Donc ces phrases-là, c'est j'ai besoin de temps, sans pression, sans Ouais. attente. On verra où ça nous mène. Alors qu'on sait tous ce que l'on veut et ce que l'on cherche.
En quelques dates, on est capable de savoir ce qu'il se passera avec une personne. Le reste n'est qu'une excuse pour nous garder sous le coude. Et en fait, j'ai lu ça et je me suis dit, mais c'est vrai au final. Une fois qu'on met un terme à la relation, on se dit, en fait, c'est toujours pareil, c'est toujours les mêmes excuses, c'est toujours la même distance que l'autre met, etc. Et pourtant, c'est un schéma qu'on répète constamment. Et moi, je trouve ça dur. Tu vois, ces phrases-là de j'ai besoin de temps, sans pression, sans attente, etc. Parce que entre deux personnes, et là, on retourne, je pense, sur la compatibilité, c'est difficile des fois de danser de danser le tango, tu vois, d'être sur les mêmes rythmes, sur est-ce qu'on va trop vite, est-ce qu'on va trop lent, est-ce que si l'autre veut aller plus lentement, c'est un mauvais signe, ou au contraire il veut prendre son temps, donc il veut construire quelque chose sur des bases solides, etc. Et je sais pas si toi ça t'est déjà arrivé, mais des fois vraiment tu te dis, enfin tu sais pas quoi, tu te dis est-ce qu'il prend son temps parce qu'en fait il en a 10 sur le coude et qu'en fait il est en train de me faire comprendre que moi ça sera pas du sérieux, puis enfin il veut pas s'investir, ou est-ce que c'est moi qui veux aller trop vite et il faut ralentir parce que c'est vrai qu'au final on se connaît pas, faut prendre le temps. Au bout de combien de temps, si on fait une rencontre en ligne, on doit se rencontrer? Qu'est-ce qui est trop vite? Qu'est-ce qui est pas assez vite? Au bout de combien de dates est-ce qu'on peut se demander si on est en couple ou pas? Et déjà là, je trouve, à ce stade-là, il peut y avoir incompatibilité. Je sais Clairement. pas ce que t'en penses. Ah ouais, mais alors déjà, j'ai noté quelques-unes de tes questions. Donc c'est des questions qui sont devenues, qui te sont venues de ta commu. Ouais, C'est et ça. ben je les trouve hyper intéressantes, franchement. Ouais, j'en ai noté quelques-unes, notamment, tu vois, cette question de il faut prendre le temps. Mais qui a dit ça? Tu vois, enfin, c'est des préconceptions. Tu vois, c'est des préconceptions qui te font croire que finalement, qui te font mettre un masque inconsciemment et qui te font cacher finalement ton authenticité. Parce que le plus beau dans une rencontre, c'est la première phase qu'on appelle la honeymoon, la phase de lune de miel, où tu as une grosse libération d'hormones et que c'est un petit peu aussi ce qu'on dit l'amour rend aveugle, alors que c'est pas de l'amour encore, hein, pas du tout, mais ça te rend aveugle parce qu'en fait t'es comme un toxico, t'es clairement shooté avec dopamine, oxytocine, adrénaline, enfin tout le tintouin, et en fait tous ces jolies hormones là te mettent vraiment à fond dans le truc, te font aussi voir que le positif de la personne, et c'est pour ça que c'est très important de savoir qu'au début on n'est pas amoureux et on ne connaît pas la personne. Déjà, c'est important de le savoir parce qu'on a que, vu qu'on est drivé par ces hormones-là, inconsciemment, on va avoir comme des lunettes filtrantes devant les yeux et on va vouloir voir que ce qu'on veut voir. Par exemple, le mec, je sais pas, il y a déjà 10 red flags dès le premier date, mais comme ça fait longtemps que t'attendais quelqu'un qui fait telle taille, quelqu'un qui a telle passion pour tel sport, quelqu'un qui, tu vois, il y a quelques trucs sur ta checklist qui sont là, et puis que ça fait longtemps que t'as pas daté quelqu'un, donc du coup Et souvent qui sont très superficiels, hein. On donne beaucoup de valeur à ce qui est un peu voilà, mais c'est finalement parce qu'on est un petit peu entre guillemets aveugle de par ce shoot d'hormones et c'est ce genre de filtre devant les yeux qu'on a. Et je reviens à la question, est-ce qu'il faut prendre le temps? Il faut prendre le temps, oui, de ne plus être aveugle à cause de ces hormones-là, mais est-ce qu'il faut prendre le temps de dire ce qu'on ressent et de dire ce qu'on veut? Non. Tu vois, c'est ça. C'est prendre le temps de quoi? Prendre le temps de d'être sûr que l'autre, on n'est pas trop aveugle et qu'on voit clairement les red flags et qu'on ne voit pas que ce qu'on veut voir et qu'on a un schéma lucide de la personne qu'on a en face de nous et qu'on n'a pas juste un avatar irréel qu'on a créé dans notre tête juste parce qu'on a vraiment voulu qu'il soit comme ça. Et d'un autre côté, est-ce qu'il faut prendre le temps
de dire ce qu'on ressent, de dire ce qu'on veut pas dans une relation, là, moi, je suis pas d'accord. Ça, c'est quelque chose. Alors, peut-être pas dire dès le premier date, moi, je veux 3 enfants, je veux une maison près de la mer, je veux un chien, et comme chien, moi, je veux surtout un Akita Inu, et puis je veux ci et je veux ça. Non, peut-être pas. Par contre, dire, je dirais, dans le, ouais, à partir de 4 semaines, là, ça commence déjà à être long, quoi. Dire clairement ce qu'on veut, pas forcément le truc des enfants et tout ça, mais dire voilà, moi, je veux du sérieux, ou alors moi, je veux une relation où on a des relations sexuelles, mais on n'est pas en couple. Mais je trouve que et surtout les nouvelles générations, de par les rencontres qui se font sur les réseaux et tout ça, il y a une espèce d'ambivalence et il y a une espèce de honte autour du mot couple qui s'est créé, surtout dans les nouvelles générations. Et c'est compliqué pour eux de comprendre qu'en fait, il y a absolument rien de honteux à dire, moi je veux du sérieux. En fait, il y a je suis d'accord avec toi, les jeunes, ils ont du mal avec la notion de couple, etc. parce que euh, je les Comme trouve si beaucoup c'était plus honteux, tu vois, c'était ça craint, ouais, tu vois. je les trouve beaucoup plus peureux en fait. Ils ont peur de ce mot, alors que ma génération ou la tienne aussi, je pense, je sais pas quel âge tu as, mais en tout cas, passé 30 ans, euh, c'est pas le mot couple qui nous fait peur, c'est ces gens qui nous disent qu'ils veulent du sérieux mais qu'ils ne font rien pour en avoir. Tu vois, c'est la dissonance entre oui, oui, moi je cherche du sérieux, je cherche une longue relation, et en tout cas faire un petit bout de chemin avec une partenaire, mais que dans les faits, dans les actes, on se pose la question de mais vraiment, qu'est-ce que tu cherches, qu'est-ce que tu veux? Et quand quelqu'un te dit je veux du sérieux, mais qu'en même temps il te dit ouais, on prend notre temps, ouais, faut pas aller trop vite. Je pense que c'est là où les gens sont un peu perdus. Parole, paroles. Tu vois, c'est Je ça. sais pas pourquoi Et j'ai c'est cette musique qui m'est venue, quoi. tu vois, c'est ça qui est difficile. Non, bah oui. Et moi, je sais que personnellement, genre, moi, je focus beaucoup sur les actes parce que Voilà, j'ai l'impression que ça parle beaucoup plus fort enfin, que les mots, c'est beaucoup plus entendable. bien sûr. Euh, et c'est là où je suis d'accord avec toi, avec ce que tu dis de rester lucide malgré le shot d'hormones qu'on se prend dans la gueule au début, surtout quand il y a beaucoup d'attirance physique. J'ai l'impression que ça, c'est ce qui peut vraiment te mettre un voile épais, enfin un 4 plis quoi, devant le Mm. visage, parce que t'as les fêtes et pourtant tu veux pas les voir en face en fait. T'es Mm. dans une espérance que, avec le temps, on en revient toujours à ça, les choses elles évoluent dans ton sens, dans le bon sens pour toi, alors que finalement, c'est dans les premiers moments de la rencontre que je trouve que tout se joue. Que en fait, avant même d'avoir rencontré la personne en vrai, je pense même au stade d'envoi de certains messages, on sait déjà en fait, normalement. Après, peut-être que moi je suis un peu radicale, mais mon expérience m'a fait comprendre que déjà si c'est compliqué pour voir la personne en vrai pour la première fois, pour avoir un premier date, c'est mort. Euh, Enfin, tu vois, des fois moi ça s'arrête déjà là parce que tu le sais tout de suite en fait si la personne elle a vrai, elle a vraiment envie de te voir. Parce que ça, comme tu dis, c'est pas censé prendre du temps puisque bah on se connaît pas donc si t'as envie de me voir, tu veux me voir rapidement. Puis une fois qu'on se voit, si ça se passe bien, pareil, t'as aucune raison de pas vouloir me revoir rapidement. Parce que on est d'accord que on est juste dans la phase de connaissance. On est dans la phase de on veut savoir si on est compatible ou pas. Et quand on veut du sérieux, normalement, on veut la réponse rapidement. On veut vite savoir si on est compatible ou pas. Donc les gens qui te mettent 3 semaines dans la gueule après un premier date, pour moi, la réponse, elle est déjà là, en fait. Elle est dès le départ là.
Oui. Après, il y a aussi, alors je suis totalement d'accord avec toi, vraiment. Je trouve que c'est un point important que tu soulèves ici, le fait d'être lucide dès le début. Et encore une fois, comme on est un petit peu dans cette phase de honeymoon, on n'a pas trop la capacité de se dire non, mais attends. En fait, on va essayer de se rassurer tout seul, tu vois, en Ouais, créant des fausses excuses, en disant non mais c'est vrai qu'il est vraiment busy, il a un travail c'est ça. qui lui prend du temps. Et en fait, on va les créer tout seul, ces excuses-là, parce que on a tellement envie que cette personne-là soit cet avatar irréel qu'on a créé dans notre tête. Mais cet avatar irréel qu'on a créé dans la tête, encore une fois, il est biaisé par le fil qu'on a devant les yeux dans cette première phase de lune de miel où on n'est pas capable de voir tout le schéma de la personne. Et encore, même après un an, euh, des fois, tu as des choses de la personne, des réactions qui viennent et qui se font connaître une fois que la relation est posée, que la confiance est installée et que la complicité est vraiment stable, où là tu apprends vraiment à creuser dans l'intimité, dans toutes les facettes de la personne que tu as en face de toi, parce qu'un être humain c'est complexe et Ouais. donc c'est clairement pas en 3 semaines que tu as vraiment tout le schéma de la personne. Toutefois, c'est vrai qu'il y a certains, ce qu'on peut appeler red flags ou en tout cas des fiches de route quoi pour se dire est-ce que c'est une relation qui tient la route ou est-ce que comme dans le témoignage de la personne que tu nous as cité, est-ce qu'il essaie pas tout simplement de me garder sous le coude parce que ça peut lui assurer des rapports sexuels facilement accessibles et puis au cas où il trouve quelqu'un qui correspond plus à sa wishlist, eh ben il me laissera tomber. Et là, c'est vrai que quémander des miettes d'attention, être dans ce qu'on appelle quand l'autre te fait du breadcrumbing, quand l'autre te donne des miettes de pain, c'est clairement ça. C'est que tu es un second choix. Ça fait pas plaisir à entendre. Toutefois, c'est ça. Enfin, si quelqu'un est intéressé, si tu es sa priorité, si tu es son premier choix, et si surtout il a fait de la place dans sa vie, parce que ça aussi c'est un point important, parce que tu as des personnes qui ont envie d'une relation stable, etc., qui se disent vouloir quelque chose de sérieux, mais qui, en fait, ont accumulé des années de célibat, ont chargé leur quotidien d'activités, voilà, tu vois, ils ont une vie très remplie, et en fait, ils ont tout simplement pas la place pour quelqu'un. Ouais. Donc, en fait, ça peut être soit t'es le second choix de la personne et là, ils se font un peu de ta tronche, soit, en fait, l'autre, il est vraiment honnête, mais tout simplement, ça fait peut-être des mois, des années qu'il est célib ou qu'elle est célib et son quotidien est vraiment rempli. Mais dans ce cas, j'ai envie de dire, tu dis pas que tu veux du sérieux si t'as pas pris soin de faire ta Exactement. place avant. Mais c'est ça. Et dans ce cas, le choix, enfin, ta théorie des 3 semaines là dans la gueule sans réponse, elle fait quand même sens, même si quelqu'un a envie, il a pas fait la place et donc tu peux avoir envie mais ne pas être capable. Et là, quand t'as pas fait la Ouais. place dans ta vie, t'en es pas capable. Tu peux En en fait, faut avoir être envie, mais disponible, quoi. faut être Faut être disponible, faut se rendre disponible. disponible un minimum. Exactement. Et une Mm. personne qui te fait attendre 3 semaines, cette personne, elle prend le risque que quelqu'un d'autre, en fait, vienne et te séduise. Donc, si elle est prête à prendre ce risque-là, c'est soit qu'elle n'est pas assez intéressée, soit qu'elle n'est pas disponible. Mais dans les deux cas, elle prend le pari et le risque de te perdre. Donc, on n'est pas une priorité. Et je sais pas si on peut avancer dans une relation sans être une priorité, en fait. Je me pose des fois la question en me disant, bon, quelles sont mes priorités à moi, tu vois? Et, euh, et je me demande moi aussi, hein, personnellement, parce que moi je suis célibataire, est-ce que avoir un mec aujourd'hui c'est une priorité? Et en fait, je trouve que la réponse la plus sincère et authentique que je peux te donner, Margot, c'est ça dépend de quel mec. Et donc je pense que c'est pareil pour les mecs, c'est-à-dire que Ouais, aujourd'hui, si c'est un mec qui me fait pousser des t'as ailes, qui raison. fait Mm. battre mon cœur, comme par hasard, il y a de la place pour lui, ça sera une priorité. Bien sûr. Alors qu'aujourd'hui, je te réponds,
si tu me poses la question de est-ce que tu es disponible, je te dirais, bah non, je suis pas dispo, attends, j'ai mon taf de juriste, en même temps, je me lance dans le podcast, je fais une formation Bien business, sûr. je fais de la danse, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à être hyper brute, mais c'est l'expérience qui m'a fait comprendre qu'en fait, les réponses, elles sont là dans l'œuf, tu vois, dès le départ, elles sont là. Si tu veux bien les voir et garder les yeux ouverts. Et du coup, t'économiser du time, quoi. Mais après, je dis pas que c'est facile, hein. Parce que, encore moi aussi, hein, je me fais avoir, des fois, par, justement, des gars qui me font, parce que je trouve que je suis rarement intéressée par des mecs, quoi. C'est difficile pour moi d'avoir un intérêt incroyable, une attirance incroyable et tout. Et du coup, les rares fois où ça arrive, je me vois partir en couille, tu vois. Je me vois, genre, ne plus m'appliquer ce que je dis attends, dans les 3 premières semaines, normalement, t'es censé savoir si t'es une priorité ou pas. Si le gars fait du temps pour toi dans sa life. Mais c'est vrai que tu dis, comme tu disais, hein, des excuses de putain, ça m'arrive jamais d'être autant attirée par quelqu'un. C'est ça. Ok, mais je vais lui laisser un peu le temps, je vais me laisser du temps, tu te fais croire. Et puis il y a aussi ce truc, tu sais, il y a quelque chose dans la phase d'attraction qui est un fait, tout simplement, c'est un fait. On va depuis notre plus tendre enfance, dans la société dans laquelle on grandit, comprendre qu'il y a des critères sociétaux physiques valorisés. Et une fois qu'on a compris quels sont les critères physiques valorisés de notre société dans laquelle on évolue, on va avoir une espèce d'échelle de valeurs, quand on mixe physique, personnalité, etc. Des choses qui sont valorisées. Par exemple, dans notre société occidentale, qu'est-ce qui est valorisé au niveau de la personnalité? Bah, quelqu'un qui est sûr de soi, qui se met en avant, qui parle bien, qui te regarde dans les yeux. Ça, c'est valorisé dans la société. Tu vois, physiquement, ça va être quelqu'un qui prend soin de soi, qui fait du sport, qui est plutôt fit, qui est grand, qui est très fin, voilà, tu vois. Donc il y a des critères. On va pas se mentir, il y a des critères, mais qui sont amenés par les médias, par la culture en fait. C'est tout simplement, ça dépend de la société. Et quand tu vas en Chine, tu vas en Australie, là où je suis, c'est différent. Ouais, c'est différent. Ça dépend de la société culturelle et complètement. Et donc, pourquoi je te dis ça? Parce que il y a une espèce d'échelle comme ça que tu as dans ta tête inconsciemment, et toi, au fil des expériences que tu as vécues, des rejets plus ou moins que tu as vécu, des compliments plus ou moins que tu as reçus, eh ben tu vas mettre un petit curseur sur cette échelle et tu vas dire "Oh, moi je suis là." Tu vois? Ouais. Et ensuite, quand tu vas dater des gens, tu vas te dire "Ah, cette personne-là, ouais, c'est accessible pour moi parce que moi je la mets au même niveau sur mon échelle. Donc je pense que je peux faire ça c'est bon." Et le jour où, pour raison X ou Y, encore une fois c'est biaisé, hein, c'est toi, ta petite échelle par rapport à tes lunettes, à tes blessures, à tout ce que t'as cru vrai dans ta vie, etc. C'est toi qui mets ton curseur tout seul. On t'a jamais dit, toi tu vaux ça, toi tu vaux 6 sur 10, toi tu vaux 10 sur 10. C'est toi qui a créé ça tout seul selon ton niveau d'estime de soi, selon comment tu t'estimes par rapport aux critères de la société, etc. Bref. Et si un jour tu dates quelqu'un, un garçon, une fille, peu importe, qui te paraît être un petit peu au-dessus de toi au niveau du curseur, mama, terminé. Terminado, c'est bon, rangez les bêtises, pliez les chaussettes. Va dormir. Vous a perdu, les gars. Mais je te jure, c'est trop ça. Et alors là, le crime, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu te dis, oh my god, comment il fait pour me donner du temps et comment il me donne l'heure. Jamais quelqu'un comme lui, tu vois. Et du coup, c'est là où ça peut devenir hyper malsain et hyper douloureux en fait. C'est que en gros, tu te poses même plus la question de est-ce que moi je le choisis ou si ce mec. Non, t'es genre tellement, t'es tellement choqué qu'il t'ait choisi que
du coup, les critères de compatibilité, ce qui était vraiment important pour toi, garbage. Tu sais, ça, tu fais même plus attention parce que maintenant, le plus important, c'est de garder son intérêt. Parce que il est tellement, genre, rare et unexpected. C'est ça. Et tellement précieux. Et une question de rareté, tu vois, et tu dis, OK, I have, like, genre, il faut pas que je le laisse. Parce que, finalement, il me donne de la valeur, il me valorise là où moi je me valorisais moins, tu vois. Donc déjà moi je sais pas, moi j'étais un 6, le gars avec lui j'ai pris 2 points, je suis un 8. Donc déjà ça fait plaisir à l'ego et tu te dis OK, il faut que je garde le 8 et donc tu fais tout pour plaire à l'autre, être ce que lui attend et finalement tu te perds, quoi. Tu tombes dans ce piège de présenter une image de toi qui n'est pas vraiment ton image à toi. But at the end of the day, genre, franchement, que ce soit au bout d'un mois ou 3 ou un an, peu importe, on revient toujours à ce qu'on est. On revient toujours à ce qu'on est. Le naturel revient au galop. Et at the end of the day, ben, la vraie personne que tu es, ben, si c'est pas cette personne-là que le gars a kiffé ou la meuf a kiffé, ça va être ciao. C'est clair. Et tu vas pas comprendre ce qui s'est passé, tu vois. On est d'accord. Et là, j'ai envie d'amener peut-être une dimension un peu théorique là-dessus parce que et ça rejoint cette problématique des schémas répétitifs, quand tu vas targeter des personnes qui ont dans ton échelle inconsciente de la valeur physique, etc., qui sont supérieures à toi, encore une fois, selon ton échelle complètement subjective, on est dans une recherche inconsciente de guérir ses blessures et notamment nourrir son estime de soi qui n'a pas été suffisamment nourrie dans l'enfance ou dans l'adolescence. Parce que quand tu as fini la phase honeymoon, tu rentres dans la phase d'attraction. Et la phase d'attraction, elle va dépendre de plusieurs facteurs. Alors il peut y avoir plusieurs facteurs en même temps, ou juste un qui prédomine par rapport à tous les autres. Mais je vais les donner. Et puis tu vas me dire ce que t'en penses. Et puis si ça fait écho aussi avec d'autres témoignages que tu as reçus. Et puis pour les personnes qui nous écoutent, ça peut aussi faire tilt et mettre en lumière pourquoi, si elles sont dans un cas de schéma répétitif et qu'elles veulent sortir de ça, arrêter de targeter des personnes qui ne sont pas faites pour elles, ça peut vraiment vous aider. Il y a plusieurs facteurs pour lesquels on va être attiré par quelqu'un, même si on sait qu'en fait c'est pas sain pour nous. Tu peux être attiré parce que tu vas chercher l'identification, c'est-à-dire tu vas chercher à t'associer à une personne parce qu'elle te ressemble au niveau de ses valeurs, au niveau culturel. Par exemple, si vous êtes tous les deux en Australie, t'as trouvé un Français, vous vous retrouvez sur plein de points au niveau culturel, les blagues, la langue. Voilà, ça c'est l'identification. Par exemple, 2 personnes qui sont tatouées de partout et qui vont se mettre ensemble. T'as déjà vu ces couples ? C'est clairement de l'identification. Ça, c'est de l'identification. Mais tu sais que moi, j'ai fait pire que ça. Moi, franchement, j'ai honte. Hein. Arrête. Totalement honte. Mais c'est réel et je vais le partager parce que je pense que ça peut peut-être... Enfin, les gens vont peut-être se reconnaître et se sentir moins seuls. Mais moi, sur ce truc de l'identification, je ne savais pas que c'était de l'identification d'ailleurs, donc merci pour l'explication. La playlist, meuf. La playlist. Si tu avais la même playlist que moi, genre si tu aimais les mêmes sons que moi tu sais que j'ai déjà eu des sentiments pour un mec parce que juste on avait les mêmes playlists, on avait les mêmes goûts musicaux. Et je te jure, when I look back today, genre je me sens tellement Tu me fais rire parce que je me dis, attends, le gars, il y avait rien d'autre quoi. Il y avait juste une playlist Spotify, quoi. Ça m'allait vraiment. Par contre, la playlist, elle est incroyable. Et encore aujourd'hui, je l'ai gardée sur mon Spotify. Du coup, j'ai enlevé le partage parce que frérot, c'est mort. C'est plus ça.
Ok. Mais ouais, parce que en fait, il y avait une vibe, genre, on s'échangeait des sons tout le temps, on aimait la même musique. Enfin, il y avait c'était une genre de haute fréquence, genre de vibration, tu vois. Et c'est con parce que pendant longtemps, pour moi, si on n'avait pas les mêmes goûts musicaux, c'était compliqué, quoi. Ok. Et t'as évolué là-dessus? Bah, La question qui tue. J'espère. Franchement, j'espère, Lolo. franchement, mais Margot, meuf, j'ai envie de te dire que oui, mais, Enfin, oui, on mais, peut garder, je veux dire, c'est un super facteur, c'est magnifique, ça te permet oui, d'avoir des mais, sensations avec la personne. Mais c'est quand ça. ça tient que sur ça, au secours, Non, c'est quoi. ça. Pas Exactement. possible. C'est-à-dire que si le gars il est à fond techno, c'est un red flag. Oui, Mais, on est d'accord. non, mais oui. Enfin, disons que c'est un bonus. Et c'est cool. Et franchement, enfin, en fait, ça prend beaucoup de place dans ma vie, la musique. Enfin, ça fait partie un peu de qui je suis. Mais c'est vrai que c'est pas, voilà, ça peut plus être un critère top 3, quoi. C'est pas possible. Pas possible. Voilà. Donc oui, il y a une évolution. D'accord. Donc voilà, ça c'est l'identification. Il y a un autre facteur pour lequel on va être attiré par quelqu'un, ça va être parce qu'il va être de la même classe sociale que nous. Alors on peut dire oui, mais en 2024 c'est old school. Maintenant les gens ils ont évolué. Euh, on peut dire ce qu'on veut. Il y a encore une grosse partie de la population et notamment passé 40 ans et aussi parce que c'est pas les mêmes générations, c'est pas les mêmes fonctionnements et puis aussi parce qu'on a atteint un certain niveau de qualité de vie et que en fait trouver quelqu'un qui a les mêmes standards de vie que nous, ça fait énormément poids dans la balance et donc c'est ce qu'on appelle la classe sociale. Voilà. Il y a un autre facteur qui est l'apparence physique. Bon bah évidemment, je pense que ça Ouais. c'est un petit peu chez tout le monde, on va pas se mentir. Quand voilà, t'es attiré parce que il va correspondre à des critères que tu as valorisés. Pareil, hein, c'est très subjectif. Ça peut aussi venir. Par exemple, je sais que j'ai une coachée, elle m'avait dit que ses critères d'apparence physique, c'était des grands blonds aux yeux bleus parce que quand elle était plus petite, elle était fan de je sais plus le nom en tête, mais c'était un dessin animé où le petit garçon, personnage principal de l'histoire, et il était blond, grand, avec les yeux bleus quoi. Donc ça peut vraiment venir de là quoi. Tu vois, donc ça vaut le coup des fois de les remettre en question parce que ça peut te faire finalement passer à côté de belles histoires juste parce que le mec il ressemblait pas à Tintin quoi. Tu vois, Ouais, c'est chiant. clair. Donc voilà. Il y a un autre, le contraste. Donc c'est un petit peu l'inverse. Tu peux être attiré par quelqu'un parce que c'est la fameuse phrase les contraires s'attirent. Ouais. Et que je débunk totalement moi. Ah ouais. Ah ouais. Ça dépend en fait. Ça dépend vraiment. Alors si toi ça fait pas sens pour toi, ça peut faire extrêmement sens pour quelqu'un d'autre parce qu'encore une fois les facteurs d'attraction ils sont vraiment propres à chacun. En fait, c'est que j'ai vraiment l'impression que les contraires s'attirent au début, dans un certain temps donné. Par contre, sur le long terme, en fait, je sais plus, c'est un chercheur en neurosciences qui avait dit ça et finalement, je pouvais que être d'accord avec lui par rapport à mes observations, mes expériences, etc. C'est que dans le court terme, les contraires s'attirent. Par contre, dans le long terme, c'est les gens qui se ressemblent, qui finissent et qui durent ensemble, parce que au final, dans les critères de compatibilité qui sont les plus importants, c'est le partage des valeurs, le partage du même lifestyle. Oui. Comme tu disais, la classe socio-économique, le statut, la capacité d'intelligence émotionnelle, mais aussi intellectuelle, etc. Et au final, quand il avait fait une étude et il avait donc envoyé des questionnaires à plein de couples de tous les milieux culturels, socio-économiques, et pour lui, c'était sans appel, c'était les gens qui se ressemblaient le plus. Qui duraient quoi, et ça fait du sens quand il pense. Ça fait totalement sens. Et justement, tu m'as coupé l'herbe sous le pied et je te félicite parce que
Je te félicite, Loulou. Vraiment, je te félicite parce que j'ai fait une formation pour ça, moi. Merde. Non, vraiment, t'as mis le doigt dessus. C'est en fait quand tu es attiré par ton contraste, c'est aussi révélateur qu'il y a quelque chose à aller creuser peut-être en thérapie, parce que ça veut dire qu'en fait tu vas chercher chez l'autre personne une part de toi réprimée qui voudrait s'exprimer, mais que tu as l'impression que t'es pas capable de l'exprimer cette part-là. Par exemple, quelqu'un de très introverti va être très attiré par quelqu'un de waouh qui arrive dans la pièce, on n'entend que lui ou que elle, de personnalité débordante, fait rire tout le monde, etc. Parce qu'en fait c'est quelque chose de réprimé en soi qu'on aimerait vraiment inconsciemment libérer et qu'on se sent incapable de faire. Et en fait c'est des couples, quand tu les regardes, t'as l'impression qu'ils marchent vraiment bien tous les deux parce que ce que l'un n'a pas, l'autre va le pousser, etc. Mais en fait, ça crée quand même une dissonance et les études montrent, comme tu l'as si bien souligné, que sur le long terme, ça ne fonctionne pas. Ouais. Ça va durer, je donne max 10 ans à ce genre de relation et 10 ans, c'est beau quoi. Et 10 ans, 10 ans grand max. Ouais, grand max. C'est généreux, ouais. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, moi, dans mes critères de compatibilité, là, si je devais en donner quelques-uns à ceux qui nous écoutent, déjà, moi, j'ai un triptyque, j'ai un top 3 qui est vraiment maintenant non négociable. C'est les valeurs, partage des mêmes valeurs. Il faut qu'il y ait une attirance intellectuelle, c'est-à-dire quelqu'un avec qui on peut se nourrir, en fait quelqu'un de curieux quoi, qui s'intéresse aux choses, qui parle des choses et qui les comprend, et enfin voilà. Et quelqu'un qui avec qui forcément j'ai une connexion physique, parce que je pense qu'on peut pas s'en passer en fait de cette connexion physique sur le long terme, encore une fois. Une connexion émotionnelle. Si on n'a pas, si on n'est pas capable de communiquer des émotions, si on n'est pas capable comment dire, d'être qui on est finalement, d'exprimer ce qu'on est, se montrer vulnérable, etc. Ça peut pas marcher. Il faut le même lifestyle. Enfin, il y a des trucs comme ça qui sont, c'est con, hein. Mais je veux dire, si toi, ta vie, c'est de vivre en van et de faire le tour du monde et c'est ça. Et que moi, que t'aimes la nature et que t'as vraiment besoin dans la campagne au calme, et que à 21h, t'as fini de manger, tu prends ta douche et tu vas te coucher, alors que moi, je suis une city girl, ça peut pas marcher, tu vois. C'est un peu comme les enfants. Si toi t'en veux, moi j'en veux pas, ou l'inverse, ça peut pas marcher. Donc il y a ça qu'il faut être très clair là-dessus, je pense. Et ensuite, et ce que je trouve qu'on dit pas assez, on soit avec quelqu'un qui soit capable de prendre ses responsabilités. C'est-à-dire quelqu'un capable de remise en question. Ça c'est très important. C'est super important, tu vois. Quelqu'un qui est capable, avant de mettre la faute sur toi, qui est peut-être le cas. Hein, de tourner la caméra un petit peu 2 minutes. Exactement, de la tourner 2 minutes et de se dire attends, avant que je l'accable, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire, comment j'ai vu la situation, et puis qui est capable aussi de prendre un peu un temps de pause, tu vois, pas réagir à chaud, prendre un peu de temps de se refroidir et accepter que les choses elles soient pas figées, que on évolue dans le temps, qu'on n'est pas les mêmes personnes. Je suis pas la même personne qu'il y a 1 an, puis je serai pas la même il y a 2 ans. Et toi non plus, mais cette évolution, on accepte de la faire ensemble et de s'accompagner en fait dans cette évolution, sans changer l'autre, hein. Au contraire, en acceptant toute l'altérité de l'autre, et justement. Exactement, on peut pas la changer. Donc, mais plutôt en acceptant que qu'on change en fait. On ne peut pas attendre que l'autre soit le même qu'on a rencontré il y a un jour, 3 ans plus tard. Et ça serait d'ailleurs un red flag. Enfin, je veux dire, moi, si je rencontre un gars là demain et que c'est exactement le même 3 ans plus tard, je vais me dire, frérot, en fait, là, t'as mis 3 ans pour évoluer, pas, ou ton esprit changer d'avis sur des trucs, tu vois. Et du coup, et moi, mon dernier signe de compatibilité,
t'es impliqué dans le bien-être de l'autre, sans pour autant mettre de côté ton propre bien-être à toi, parce que ça, je pense que c'est primordial pour être capable de show up dans une relation. Mais tu vois, genre par exemple, moi, je sais que ce qui est très incompatible avec moi, c'est les personnes négatives. Elles sont gentilles, hein. Elles sont gentilles, elles sont bien, tout ça, j'ai pas de problème. Par contre, je sais que c'est incompatible avec moi parce que moi, j'ai quelqu'un qui voit les choses de manière assez positive, tu vois. Et j'ai besoin d'être dans une vibe assez lumineuse, etc. Et du coup, je me dis, ben, l'implication dans le couple, dans le bien-être de l'autre, c'est par exemple une personne qui sait qu'elle a des tendances à être un peu négative ou à râler. Par exemple, de se dire, ok, là, peut-être que quand je vais rentrer chez moi, ok, j'ai passé une sale journée, mais peut-être que la première chose que je vais dire à mon partenaire, c'est pas que j'ai passé une journée de merde et que je déteste mon taf et que les gens me font chier, mais c'est peut-être de lui dire, ah putain, je suis trop contente de te voir et tout, ça fait du bien quand on passe une mauvaise journée, d'être entouré de personnes qu'on aime et peut-être d'attendre un peu avant de balayer sa négativité sur les autres ou d'attendre de voir si le gars il est dans un bon mood, de pas détruire son mood. Enfin, tu vois, parce que ça c'est un vrai bon moment pour ouais. Les gens qui sont impliqués dans ton bien-être en fait. Ça veut pas dire qu'il faut cacher quand on va pas bien, quand notre taf nous fait chier, quand on n'est pas bien. Ça veut juste dire que il y a un moment pour tout. Et que après quand on met à part des diagnostics de déprime, dépression, etc. Ça mis à part. Là, on parle juste d'une personnalité à tendance à voir le verre à moitié vide, quoi. Voilà, en gros, c'est ça. Exactement. Et c'est vrai que ça, dans une relation, après, sauf si l'autre personne fonctionne pareil, encore une fois, ça sera un parfait match. Deux personnes qui voient la vie à moitié, à travers un verre à moitié vide, vont très bien s'entendre ensemble parce qu'ils vont pouvoir critiquer ensemble, ils vont pouvoir se plaindre ensemble et ça rapproche aussi, tu vois. Tout à fait. C'est pas parce que nous, toi, moi aussi, je suis quelqu'un de qui va toujours chercher le positif. Avec mon compagnon, on est comme ça, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et encore une fois, ce que nous on pense être notre vision d'une relation saine, stable, c'est pas du tout la même vision pour tout le monde. Et tu peux avoir des couples qui sont très sains entre eux, qui ont vraiment une relation très saine, très équilibrée, parce que ils ont énormément de valeurs, de points communs, leur personnalité qui match, et ils sont pas forcément positifs, et c'est ok, tu vois. Complètement. Et c'est là où la connaissance de soi, c'est le préalable en fait. Ouais, c'est vrai. Il faut que tu te connaisses toi-même pour être capable d'attirer à toi des gens qui sont compatibles à toi. Ça paraît logique et évident dit comme ça, mais pas tant, parce que justement, quand on se connaît pas assez, on va vers les contraires qui nous attirent. On va vers les gens qui sont et c'est clair. Et si tu veux bien, je termine juste avec les facteurs, parce que là tu viens de revenir sur les contraires qui s'attirent, et du coup ça me fait rappeler qu'il y a deux autres facteurs que j'ai oublié, j'ai pas encore dit. Et ça fait sens avec ce que tu dis en plus, donc c'est parfait. Donc on a dit les contraires s'attirent, ça c'est pas forcément un super bon facteur. Il y a un autre facteur qui est pas forcément super bon, et encore je vais le nuancer juste après, l'incompatibilité pour finalement venir guérir des blessures émotionnelles non guéries. Je m'explique. Par exemple, quand tu vas chercher quelqu'un qui va tout le temps te rejeter, quelqu'un qui t'as l'impression que t'es son second choix, il y a énormément de personnes qui sont très fortement, et même sexuellement, tu vois, ça va vraiment les trigger, ça va vraiment les déclencher quand un mec ou une meuf va pas leur donner l'heure. Et en fait, ça c'est très révélateur d'une blessure du rejet, voire de l'abandon. Enfin après ça dépend, tu vois, tu connais sûrement, je pense, les 5 types de blessures. Et en fait, c'est l'être humain est très bien foutu, parce qu'en fait, quand tu as une blessure qui n'est pas guérie, quand tu as un trauma qui n'a pas été procédé dans le subconscient, ton subconscient, la vie, l'univers, appelle ça comme tu veux, va te mettre sur ton chemin les mêmes challenges, les mêmes relations pourries, encore et encore et encore, et va te faire croire que c'est ces personnes-là qui t'attirent,
ton corps va être attiré même physiquement, hormonalement par ces personnes-là, tout simplement parce que tu as besoin de revivre ce trauma-là encore et encore et encore. Tu as besoin que cette personne te rejette encore et encore et encore. Et peut-être parce que quand tu étais petit, tu as été rejeté. Et puis qu'au final, c'est ce que tu connais. Donc, en fait, c'est ce que tu connais en plus. Donc, c'est limite un doudou. Tu sais, c'est genre, c'est ton doudou, tu vois. C'est ta vision de l'amour. Voilà, exactement. C'est ce qui te fait du bien, même si ça te fait du mal. Parce que c'est ce que tu connais. That's all you know. Et ouais, c'est tragique, ça. Et là, encore une fois, si vous êtes là-dedans, là, faut vraiment faire quelque chose au niveau thérapeutique. Moi, je propose des coachings émotionnels. Je suis pas là pour faire la promotion. On n'est pas du tout là pour ça. Allez voir un psychologue. Mais l'important, c'est de trouver quelqu'un avec qui vous êtes à l'aise pour déposer tous vos traumas, parce que là, il y a besoin de revenir sur la première perle traumatique. D'où ça vient cette problématique avec le rejet. Quand était la première fois que vous vous êtes fait vraiment rejeter et que c'est resté là-dedans et que vous avez construit votre conception de l'amour et de l'affection sur un rejet. Donc voilà. Et puis le dernier facteur, c'est la domestication, c'est-à-dire tout simplement la domestication culturelle, ce qu'on nous a mis dans le crâne de par les médias, les publicités. Et je dirais même c'est aussi les putains de fameuses cases à cocher de ok, à 30 ans, t'es censé être marié, avoir des enfants. C'est la pression sociale. Moi, je dirais plus loin. Je dirais vraiment tous ces dictates de ah putain, passer 30 ans, le meuf là, it's all going down there. Tu vois, c'est ça. C'est vraiment ça la domestication. Et encore une fois, on peut dire que du coup les 3 derniers que j'ai donnés contrastent, donc les contraires s'attirent, guérison des blessures et la domestication, c'est-à-dire être marié à 30 ans, avoir des enfants avant 35, etc. Ces 3 facteurs-là, voilà. Je dirais pas poubelle. Pourquoi? Et c'est là que tu vois, j'allais oublier que je vais donner l'exemple d'une de mes coachées pour justement le facteur de la guérison des blessures. Donc j'ai travaillé avec elle, on a fait un gros coaching de 3 mois et demi, ça s'appelle la détox émotionnelle, on a des séances toutes les semaines, on travaille sur ses blessures de l'enfance, et elle est actuellement en couple, right? Et elle m'a envoyé beaucoup, tout au long du coaching, on a accès à un chat privé toutes les deux, donc elle peut m'envoyer des screenshots de ses conversations avec son partenaire, parce que c'est assez compliqué au quotidien leur façon de communiquer. Et lui, il a l'habitude de, dès qu'elle cherche à lui faire part de quelque chose qui la dérange émotionnellement dans leur relation, etc., même si elle le fait très bien parce qu'on a travaillé ensemble la communication non violente, donc maintenant elle le fait très très bien, il se ferme comme une huître et il va utiliser la fameuse le silence comme une punition. Tu vois, il se sent, il n'aime pas ce qu'elle lui dit et donc il va se fermer et il va essayer inconsciemment de la punir par son silence, parce que peut-être quand il était petit, on le mettait de côté quand il faisait une bêtise, et du coup il a associé silence égale punition. Quand tu me fais du mal, moi aussi je vais faire le silence et je vais te bouler. Bref. Et en fait, elle m'a sorti une phrase, et tu vois, franchement, je suis coach, mais je suis pleine d'humilité. J'ai pas la science infuse, hein. J'ai acquis beaucoup de connaissances, mais j'ai pas la science infuse. Et tous les jours, j'apprends énormément de mes coachés. Et je la remercie énormément pour ça. Elle m'a dit, mais tu sais, Margot, et c'est pour ça que dans mes coachings, on travaille sur la personne, sur le patient, pas sur l'autre, pas sur le partenaire. Ouais. Parce que je peux pas dire à quelqu'un, tu devrais quitter cette personne, tu devrais rester avec. Je vais faire travailler la personne sur elle-même et ensuite la réponse, elle va l'avoir toute seule. Et elle m'a dit une phrase, et elle me l'a dit tout à l'heure en plus, hein. Et je savais qu'on faisait notre podcast là tout de suite, et je me suis dit, waouh, rien n'arrive par hasard, c'est vraiment vrai. Elle m'a dit, tu sais Margot, j'ai bien réfléchi et je pense que je suis vraiment avec la bonne personne parce que la façon dont il me rejette régulièrement, ça me permet vraiment de travailler sur ma blessure de l'abandon et ça me permet vraiment de me forcer à me recentrer sur moi. Ouais. Et là, j'ai regardé mon téléphone, j'ai lu là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis fière d'elle. Mais ouais. Mais c'est les meilleurs coachs du monde, quoi.
Mais c'est génial et c'est Tu trop vois? beau d'ailleurs comme témoignage parce que au final tout part d'une conscience de soi en fait. À partir du moment où tu as conscience de toi-même et que du coup tu accèdes par ce biais-là à la connaissance de toi, tu vois, à travers justement comment ton corps se sent, comment tu réagis, quelles sont tes sensations, quelle est ton intuition sur certaines choses et tout. À partir du moment où tu prends conscience de ce qui t'entoure, de l'autre, du lien qui vous unit et de comment vous le nourrissez, ben tu peux retirer des choses, des difficultés, quelque chose de positif. Et je suis d'accord là-dessus. Je pense que on peut grandir avec des gens qui ont des blessures qui apaisent les nôtres et inversement, tu vois. Tout à fait. Et je pense que du coup, c'est pas la blessure de son partenaire, ouais, exactement. Tant que c'est conscientisé et que c'est comment dire que c'est mutuel, que c'est pas que dans un sens, c'est-à-dire que ses blessures à elle permettent certainement à son mec de s'aider et inversement. Enfin, c'est vraiment une question de lien qu'on nourrit tous les deux et c'est vrai que de toute façon, il n'y a pas de boss de fin. On finira jamais de guérir nos blessures en fait. Je pense que c'est un travail de tous les jours, forever, ever, ever, and never again. Du coup, déjà là, faut l'accepter, genre voilà, c'est un jeu infini. Et donc autant être avec quelqu'un qui a conscience de ses blessures, parce qu'une fois que tu as conscience de quelque chose et que tu l'acceptes, bah il y a qu'à ce moment-là que tu peux le réparer quoi. Des pas en avant. Tu vois, c'est ça, exactement. Moi, je dis que c'est 50% du taf. Tellement il y a des gens, ils savent même pas qui ils sont, ils savent même pas, ils ont pas conscience d'eux-mêmes, de leur blessure. Exactement. Donc, c'est trop bien, c'est trop beau. Et ben écoute, je trouve que c'est une belle fin parce que je regarde ma belle et je sais que tu as un rendez-vous dans 5 minutes et moi aussi là va falloir que je passe la seconde dans ma je te remercie infiniment Zazou, vraiment j'ai le sourire juste aux oreilles, je pense que ça se sent. Tellement bon moment avec toi. C'était trop bien. À refaire. Carrément. Ouais, j'ai trouvé ça mais vraiment très intéressant et tu sais quand tu parles et tu entends l'échange, c'est comme si tu étais hors de ton corps et tu entends les deux personnes parler. C'est trop intéressant. Ça m'a fait la même chose. J'ai trop aimé ce podcast, vraiment. J'ai trop hâte de le monter. Que je vais le réécouter et je vais être là dans Carrément. Prendre des notes. Et pour tous ceux qui sont en train de nous écouter encore jusqu'à la fin, merci énormément pour votre écoute. N'hésitez pas à nous lâcher des petites étoiles, vraiment, ça nous fait beaucoup plaisir. On fait ça avec le cœur, on n'est pas du tout rémunéré pour ces podcasts. Donc, la